Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Salon des Arcanes podcast. Aujourd'hui, je reçois Jade Infray de la boutique Comptoir de l'Ermite à Naï dans les Pyrénées-Atlantiques. Bonjour Jade et bienvenue. Salut Nicolas, merci à toi de m'accueillir. Avec grand plaisir. Moi, je suis très content qu'on puisse échanger. On s'était rencontrés il y a un peu plus d'1 an. C'était fin 2023, je crois. J'étais passé à Naï visiter ta magnifique boutique. J'adore ta boutique. Comment ça se... Donc on va en parler, mais du coup, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore, comment tu pourrais te présenter et présenter ton activité? Moi, en général, j'aime bien dire que je tiens une petite boutique de sorcières et que du coup, je tiens une boutique ésotérique, mais qui change un petit peu les codes des boutiques ésotériques. Je suis au pied des montagnes, comme tu l'as dit, à Naï, entre Pau et Lourdes. Et j'essaye au plus possible étant moi-même artisan, j'essaye au plus possible de faire travailler les artisans autour de moi. J'essaye d'amener voilà une certaine conscience autour d'une certaine éthique dans cet univers ésotérique que je trouve des fois un peu trop comment dire, je dirais que pour moi, on n'est pas dans de l'énergétique et dans le respect de l'environnement, alors que c'est censé être un milieu justement très connecté à ça. Donc j'essaye de ramener une petite conscience autour de ça avec la boutique. Et voilà, je partage mes passions, que ce soit autour du tarot, que ce soit autour de la culture celte. Puis je fais évoluer un petit peu tout ça au rythme des saisons, autour de petits ateliers. Voilà, je me régale. Un sacré tour d'horizon et parcours déjà, mais et puis plein de belles choses qu'on va pouvoir explorer. Tu disais que tu étais aussi artisane. Qu'est-ce que tu fais? Avant d'ouvrir la boutique, je fabriquais des petits bijoux. J'assemblais des bijoux en pierre et du coup pendant 5 ans, j'ai fait les marchés, heu, avec en parallèle d'autres petits boulots d'appoint, mais voilà, j'avais mon statut d'artisan et j'ai gardé ce statut-là à la boutique d'ailleurs, donc il y a une grosse partie des bijoux qu'on peut retrouver sur place qui sont mes créations. Trop bien. Ça t'est venu comment cette passion et comment on vit pendant 5 ans des marchés? Ça doit être, ça doit On être n'en vit pas. fatigant. Ouais, ok. Mais au-delà de l'aspect financier, ça doit être hyper fatigant aussi. Ouais, ouais. En fait, moi, je suis fille d'artisan. Ma maman est artisan, elle travaille la maroquinerie, elle fait du bijou, elle travaille plein de choses. Et d'ailleurs, j'expose beaucoup de ses créas à la boutique. Et et après avoir fini mes études supérieures, en fait, ça me convenait pas du tout ce que j'avais fait. Moi, je voulais quelque chose vraiment dans le social et étant, très créative, je me suis dit: «Bah, allez, est-ce que je ferais pas des petits bijoux?» Puis en fait, ça m'a tenu 5 ans et j'ai retrouvé le côté social que je cherchais dans les marchés, le lien avec l'autre, le vrai lien à l'autre, voilà, le lien de la vie, pas derrière un bureau, derrière un ordi, donc c'est ça que j'aimais bien. Mais c'est vrai que c'est terriblement fatigant. On dépend complètement de la météo, on passe des heures et des heures d'attente. Alors toi, du coup, faisant les salons, tu touches aussi de ça du doigt, donc tu vois très bien de quoi je parle. Ces heures d'attente, ces heures de préparation, ces heures de montage de stand. Moi, c'était avec du tout petit après, donc c'était très long et fatigant. Et des fois, on a des catastrophes météorologiques, on doit remballer en urgence sous la pluie. Enfin, ça a été un grand plaisir et en même temps une grande fatigue. Et donc je déballais beaucoup au village à côté de chez moi, là, 2 fois par semaine, en plus de petites foires par-ci par-là. Et je m'étais dit que voilà, je voulais plus du tout dépendre de ça, voilà, et de tous les inconvénients que ça amène. Donc m'est venue l'idée d'ouvrir cette petite boutique parce que c'était tout à fait lié à un petit rêve de petite fille, d'avoir une boutique de sorcière. Et je m'étais dit: «Bon, faut que je fasse évoluer le truc, comme ça je pourrais garder mon artisanat, mettre au chaud et créer un petit univers que j'aurais pas besoin de déballer, remballer en permanence». C'est ce
C'est ce que j'allais dire, puisque, bah, effectivement, on enregistre au lendemain d'un salon, bien-être auquel j'ai participé, à Bidache, dans un petit village du Pays basque. Et dans les salons, généralement, on est à l'intérieur, donc on est quand même, si ce n'est au chaud, en tout cas protégé des intempéries, mais et au sec exactement, contrairement au marché extérieur. Donc, Ouais, mais t'as vu, c'est quand même une orga, tu vois, tu reviens de 2 jours, t'es épuisé et on est d'autant plus épuisé quand on voit personne. C'est ça qui est terrible, c'est que c'est des fois, on a beaucoup d'espoir, pour certains événements et en fait, on peut vite y laisser, j'allais dire quelques plumes. C'est fatigant. C'est fatigant de dépendre un peu de tout ça. alors je confirme que l'affluence a été plus que limitée. Si j'ai croisé au cours du week-end 50 personnes hors exposants, 50 visiteurs, enfants compris, je pense que ouais, je suis déjà dans une fourchette assez élevée. Mmh. Donc c'est vrai que les journées peuvent paraître longues. Après, heureusement, c'était mon premier vrai salon en dehors du Tarot Festival, donc bah on papotait avec les exposants. Enfin, c'était quand même bon enfant et j'ai quand même passé un très bon moment. Mais le temps peut être long et d'ailleurs, j'ai entendu quand même plusieurs exposants parler de la baisse de fréquentation des salons bien-être en l'occurrence, puisqu'il s'agissait d'un salon bien-être. Depuis même ne serait-ce que l'année dernière, voilà, il y a eu une petite bascule a priori. Toi, sur tes 5 ans d'expérience de marché, comment était la dynamique? Est-ce que c'était plutôt stable? Est-ce que c'était juste variable à l'intérieur de chaque année sans conditions particulières, ou tu as vraiment senti des tendances? Alors, d'une année sur l'autre, ça se ressemble pas toujours. Alors on voit, hein, quand, des choses toutes bêtes, mais on voit quand on est en fin de mois, on voit quand on sort de période de grosses fêtes. Bon, tout ça, c'est palpable, mais ça, je pense que c'est comme tout commerce, hein, on le ressent. Mais, après, il y a des fois, ça s'explique pas. Il fait super beau, il y a pas d'événement particulier, enfin et au final, on a personne et des fois, c'est l'inverse. On parierait sur le fait que l'été, il y ait des touristes et il y ait plein de monde et en fait, on voit pas un chat de tout l'été. C'est complètement aléatoire. Bon, les seuls moments où je savais que ça bougerait, c'est quand je participais au médiéval. Ça, c'était les événements que je préférais faire, les foires et voilà, les marchés médiévaux, parce que là, bon, c'est souvent des passionnés qui viennent, c'est un événement par an, donc en général, ça brasse pas mal de monde. Donc là, j'ai jamais été déçue, mais après sur les marchés du quotidien, non, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Des fois, on comprend pas. C'est C'est comme ça. ça. C'est ça. Mais c'est vrai que la question du fin de mois, on en a parlé juste avant en off. J'ai un exposant qui m'a partagé bah, la date, effectivement, qui m'a mis le doigt sur quelque chose que j'avais pas forcément en conscience, que bah, la fin de mois, tant que la paye est pas arrivée, ben, surtout après les périodes de Noël et de fêtes, bah, les gens font attention forcément. Donc Ouais, c'est pas un choix de date, du coup, très malin. ouais. Et le prochain est fin février, donc autant te Oh là dire là. que ça... Aïe, aïe, aïe. Écoute, on verra bien. Je me suis inscrit à ces deux-là pour l'instant. On verra après ce que je ferai. Mais pour enchaîner sur les marchés et les foires, du coup, comment tu disais que c'était pas ton unique activité, que tu n'arrivais pas à vivre finalement de Mmh. ton artisanat et des marchés? Ouais. Bah, en fait, quand j'ai eu mon diplôme, quand j'ai eu mon BTS, je suis retournée, je suis venue vivre en Béarn. Moi, je suis pas du tout originaire du Béarn. C'est mon papa qui habite là depuis des années, donc je m'étais toujours dit: «Quand je finis mes études, je viens en Béarn». Donc je suis arrivée, j'ai squatté chez lui quelque temps, ce qui fait que j'avais la petite sécurité aussi, de logement, le temps de trouver un peu ce que j'allais faire. Donc là, j'ai ouvert, mon statut, d'auto-entrepreneur et donc les premiers temps, bon voilà, ça m'inquiétait pas trop parce que j'avais ça. J'ai commencé par un service civique, donc pendant un peu moins d'1 an, ça m'a occupée en parallèle
Et après, j'ai fait alors des petits boulots, hein, un petit peu de, comment ça s'appelle? Des missions, ah zut, des petites missions là quand on s'inscrit et selon ce qu'ils nous demandent. Ah, de l'intérim. Voilà, pardon. Oui, voilà, j'ai fait un petit peu d'intérim et ensuite, eh ben, j'ai été surveillante dans un lycée, surveillante en internat. Et ça m'a pris 4 ans. Pendant 4 ans, j'ai été surveillante. Donc ça, c'était très chouette, ça se goupillait super bien. J'étais pas en temps plein en plus, donc j'avais mes nuits à l'internat, mes journées pour pouvoir fabriquer, mes week-ends pour pouvoir exposer. Donc ça, c'était super chouette. Mais voilà, surveillante, c'est pas, ils prennent que des. On peut pas faire plus de 6 ans, je crois. C'est limité. Et puis bon, j'arrivais un peu au bout. Je m'essoufflais aussi un petit peu et je voulais vraiment faire évoluer mon projet pro. Donc la dernière année de surveillance de pionne, j'ai monté le projet en parallèle et du coup j'ai ouvert la boutique en février 2022. Donc de février 2022 à août, j'étais encore surveillante, donc j'avais mes journées à la boutique, mes nuits à l'internat, c'était ah c'était un peu rock'n'roll ouais, le début, mais voilà, je voulais aller au bout de mon contrat et puis ben maintenant le mois prochain, le 21 février, ça fera 3 ans que la boutique est ouverte. On fêtera les 3 ans du comptoir de l'Hermite. Trop bien. Ouais. 3 ans, il paraît que dans le monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, c'est un cap. C'est ce qu'on m'a dit. Après, j'ai des gens qui m'ont dit que maintenant, ça se repoussait à au moins 4 ans. Ça pouvait aller jusqu'à 5 ans. Mais c'est vrai que si on veut voir comment ça tourne, faut au moins attendre 3 ans. Ouais, ouais. Mais le temps de se faire connaître, je pense, de comprendre un peu aussi comment ça fonctionne, de trouver ses marques, voilà, d'apprendre de ses erreurs. Mais oui, quelque part, c'est quand même si je sais qu'il faudra peut-être un peu plus de temps parce que je suis aussi en campagne. Et du coup, qui dit campagne dit aussi moins de visibilité, mine de rien. À moins d'être une tarée de l'internet et des réseaux sociaux et du référencement, ce qui n'est pas mon cas, même si je me forme et même si j'entretiens quand même mes réseaux et que j'ai un site internet en construction. Je sais que ma situation géographique me limite beaucoup, donc je sais qu'il faudra plus de temps encore. Mais déjà, oui, je vois que je suis plus connue. J'ai eu pas mal de nouvelles têtes là cette année, des nouveaux clients, des gens qui viennent de Pau, donc il y a une petite demi-heure de route quand même, hein, mais ça y est, j'ai des gens de la ville qui viennent me voir, donc ça c'est chouette, ça commence à être palpable, ouais. C'est chouette et alors ne parlons pas de site internet, ne parlons pas de sujets qui fâchent, Non, s'il te plaît. maintenant j'ai bien compris, oui. Mais effectivement, je suis aussi moi avec la CCI des ateliers sur le référencement, des webinaires gratuits sur le référencement, etc. Bon, souvent j'en ressors avec des angoisses, hein, comme les webinaires avec l'intelligence artificielle, quand je vois la masse de travail, d'expertise, d'évolution, de tout ce qu'ils devraient faire. Moi, j'ai juste envie d'aller m'enterrer dans un Ah trou ouais, quelque part. ah je comprends. Moi je comprends pourquoi on paye des gens pour faire ça. Et pas sûr que ce soit le monde dans lequel moi j'ai vraiment envie d'évoluer, mais je comprends aussi qu'on n'en a pas le choix. Ouais. Mais au-delà de ça, c'est vrai que là, je pense que le plus important, c'est le bouche à oreille. Et c'est vrai que si ça arrive à, du coup, toucher aujourd'hui une grande ville en local, en tout cas comme Pau, hein, donc c'est chouette que ça puisse. Mais on va en parler. Parce que le commerce de proximité, justement, c'était le sujet sur lequel je voulais arriver et qui a échappé mon esprit une fraction de seconde. Le commerce de proximité, aujourd'hui, c'est compliqué, je trouve. Ouais. Ouais, carrément. Oui, puis en plus, et encore, moi, je pense avoir, entre guillemets, un petit peu de chance parce que moi, alors j'allais dire le village, mais non, maintenant, on peut presque dire que c'est une petite ville, Naï. Mais à la base, c'est vrai que c'était le village central de tous les petits villages alentours et tout se reliait autour de Naï. Et ça fait quelques années qu'il y a pas mal de commerces qui ouvrent, il y a pas mal une dynamique qui se met où on voit que les gens ont envie de faire vivre des villages. Les gens n'ont plus envie d'aller dans les grandes villes à la moindre occasion et ont envie de faire un petit peu marcher voilà le local. Donc ça c'est chouette, ça a été plutôt à mon avantage parce qu'on est tous un peu dans cette optique-là et dans cette dynamique-là. Surtout que là depuis décembre, ça y est, on a le centre multiservice, le cinéma qui a ouvert. Enfin, du coup c'est des choses qui bon, c'est cool, c'est encourageant, on se dit que c'est chouette, ça va vraiment dans le sens qu'on souhaite. Ça n'empêche qu'il y a quand même énormément de commerces qui ferment, même s'il y en a qui ouvrent dans cette
élan-là. Il y en a quand même beaucoup qui ferment. Donc, ouais, faut quand même s'accrocher et garder le moral parce qu'il y a des fois, on se dit punaise, pourquoi je suis pas allée en ville? Mais en même temps, la vie à la campagne est tellement qualitative que c'est des choix. Voilà, j'ai fait ces choix-là. Ça, je veux bien te croire. Et comment du coup comment tu en es arrivé, moi je suis hyper curieux, comment tu en es arrivé du coup à trouver cette petite boutique, cette petite échoppe qui est juste pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, sublime. Moi j'adore avec la petite entrée, il y a une petite lanterne d'ermite au-dessus de la porte d'entrée. Bien sûr. Mais je connaissais déjà un peu le village quand je déballais, quand j'exposais du coup mes créas. Et à partir du moment où j'ai décidé, où j'ai lancé mon projet, mon idée boutique, ben, je cherchais dans le village. Et un jour, je me balade dans une petite rue qui va vers l'église, une petite rue trop mimi. Et je passe devant un local où je vois un petit auvent en ardoise, la lanterne qui pendouille. On voyait pas à l'intérieur, il y avait marqué voilà à louer et tout. Et je me dis mais si un jour j'ai une boutique, mais je veux trop que ce soit ça, c'est trop mignon. Et je prends le numéro quand même au cas où. Et j'appelle le proprio, il me dit bah oui, il y a plusieurs demandes, mais on peut se rencontrer, pourquoi pas. Il avait 4 ou 5 demandes en parallèle de moi. Moi, sincèrement, j'avais pas un dossier particulièrement béton en plus, donc je me suis dit bon, on va tenter quand même. Et c'était lui que je voulais. Je voulais ce local. Il était, moi j'avais déjà le nom de la boutique. Je savais que je voulais l'appeler le comptoir de l'ermite. Et il s'avère que cette boutique, avec déjà sa lanterne, qui me faisait un joli clin d'œil, était au numéro 9. Et là, je me suis dit, en fait, c'est pas possible autrement. Et je suis arrivée avec mon petit projet tout mignon, en lui expliquant un peu ce que je voulais faire. Il me disait, bah, écoutez, les autres personnes veulent faire de l'alimentaire. Moi, ce que vous me proposez, bah, ça a l'air chouette, ça change. Bah, allez, je pars avec vous. Oh, j'étais trop contente. Et du coup, bah, au final, la première demande de boutique où vraiment, vraiment j'y croyais, et bah, tu vois, ça a pris tout de suite. Donc, je me suis dit, cool, là, ça a été bien aligné. C'est clair, tu avais les petits cailloux, qui te montraient le chemin. Ah ouais, carrément. Et du coup, il y a eu quelques mois de travaux quand même. Il a refait les petits travaux. Ça m'a laissé le temps de finir toute ma préparation avant ouverture. Et voilà, et février, 21 février, on ouvre. Trop bien. Est-ce que je peux me permettre de te demander quel âge tu avais à ce moment-là? Eh bien, bah alors attends, en 2022, eh bien, j'avais 29 ans. Ouais, non, même pas 30 ans et Non, tu te lances dans une aventure comme ça, ben ouais, ouais, ouais. Mais ça, c'est c'est trop. pareil, hein, le projet s'est très bien aligné, hein. Une fois que j'ai décidé de me lancer, il m'a fallu une année complète. J'ai été accompagnée par la CCI aussi au début. Ça a été une super aide. Voilà, j'ai décidé en début d'année, j'ai lancé le truc. Et tu vois, j'ai fait tout un cycle avec le projet que j'ai nourri, que j'ai fait grandir. Ça t'a pris une année, tu veux Ouais, dire que le projet est né en 2000, une année avant, donc 2021? ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pendant toute cette année? C'était quoi les différentes étapes? Ça a été déjà la prise de quand j'ai su que je pouvais être aidée pour ouvrir un projet comme ça, parce que moi, toute seule, je m'étais dit, mais enfin, c'est bien joli de vouloir, d'avoir le fantasme d'ouvrir une boutique, mais je pense que c'est plus compliqué que ça. Et du coup, le temps que je contacte la CCI, que je sois accompagnée, que je fasse tout mon dossier, j'avais une étude de marché à faire. Enfin, j'avais pas mal de choses à faire, quoi. Et donc le temps de mettre tout ça en place, de contacter mes fournisseurs, de trouver le local, enfin, ah, tout ça, en fait, il m'a fallu de changer mon statut parce que du coup, je restais pas auto-entrepreneur. Je voulais, puis ça a été un peu galère parce que je voulais garder le statut d'artisan dans mon nouveau statut de boutique. Donc tout ça, voilà, ça a été pas mal de paperasse. Et oui, il a fallu un an entre le moment où je me suis dit, ok, j'ai cette idée-là, je me lance, et le moment où j'ai ouvert. Ce que je trouve très rapide d'ailleurs. Oui, et en fait, le local, c'est ça que j'avais pas tout à fait compris, c'est que le local, tu l'as trouvé dans cette période-là des un an. C'est-à-dire que tu t'étais quand même déjà mis en mouvement vers l'ouverture de ce projet. Mais le local, je l'ai trouvé à l'automne. Tu vois, j'ai lancé le truc en janvier. À l'automne, j'ai trouvé le local. Un mois après, je l'avais. Du coup, moi, je l'ai loué 2, 3 mois à vide, mais ça me sécurisait de l'avoir. Et, donc, en fait, ça s'est présenté petit à petit comme ça. Les marches se sont formées au fur et à mesure.
pile poil dans le bon timing. Ça, c'était chouette. C'est ça, et en même temps, enfin moi je trouve ça hyper courageux et d'une grande persévérance, parce que pendant plusieurs mois, pendant 9 à 10 mois a priori, tu menais des actions vers un projet sans concret. Ah oui, oui, bah oui, c'est parce que c'est vrai que dans ce projet-là, le concret, c'est le local, quoi. Donc, C'est ça. ouais, ouais. Mais bon, tu vois, j'ai été en confiance dans ce projet-là j'ai été accompagnée par voilà les différentes énergies de l'année, par mes cartes aussi, dans tout ça, par mon ermite. Et voilà, on y est aujourd'hui. C'était quoi les gros défis puisque moi je suis passionné d'entrepreneuriat aussi, donc j'adore en parler et je trouve ça trop bien quand les gens se lancent. Mais du coup, c'était quoi pour toi, je sais pas, on va dire les plus gros challenges et les plus belles révélations que tu as pu avoir sur toi ou sur la vie ou sur le professionnel? Ah, tu aurais dû me la poser à l'avance, celle-là, que je la réfléchisse. Tiens. Après, si ça vient pas, c'est pas grave. Non, mais en fait, c'est qu'il y a tellement de réponses possibles. C'est challenge dans le sens où, je veux dire, tu vois, moi, je n'ai pas fait d'école de commerce. Enfin, moi, je suis fille d'artisan, d'artiste. Enfin, tu sais, quand on dit tu vis d'amour et d'eau fraîche, moi, j'ai pas eu l'exemple de la logique commerciale du tout. Et puis, il y a plein de gens qui m'ont dit, mais Jade, mais tu fais pas bien, mais c'est pas comme ça que tu vas vendre, t'es trop gentille, mais machin. Et, euh, et même si du coup je prenais les conseils qu'on me donnait pour apprendre à faire de la vente, tu vois, au final, ce qui a été le plus gros challenge, c'est quand même de rester aligné avec qui je suis et avec ce que moi j'ai envie de dégager comme j'allais dire patronne de boutique, voilà, comme propriétaire de boutique. Et je voulais voilà, je voulais rester à mon image. Et ça n'a pas été facile. Parce que, oui, mine de rien, ça m'a fait perdre tellement de ventes. Parce que moi, faire de la vente forcée, j'ai horreur de ça. Moi, j'aime bien quand on me fout la paix, quand je vais quelque part, ou à la limite, qu'on me propose, voilà, s'il y a besoin, on peut être là. Et en fait, je me comporte pas pareil avec les gens. J'ai pas envie de leur sauter dessus. Donc, ça a été un challenge un petit peu de trouver le bon équilibre entre oui, il y a à apprendre à être vendeur. Et en même temps, il faut aussi que je reste alignée à qui je suis et voilà, qui j'ai envie de rayonner dans ma boutique. Donc ça a été un gros challenge. Euh, alors un autre très gros challenge, mais c'est le fait que vu que je fais pas que de la vente, j'anime aussi des ateliers, des ateliers découvertes. J'anime aussi une formation pour apprendre le tarot. Je fais des tirages de cartes. Et alors ça a été un très gros challenge aussi. Notre petit syndrome de l'imposteur qu'on connaît en général bien quand on est dans le milieu. Lui, il avait bien fallu que je travaille avec, ouais, mais ça l'a fait parce que je suis aussi entourée de gens qui sont hyper bienveillants et que je pense que je me remets aussi à ma place en leur disant que voilà, moi j'ai pas un savoir universel, moi je suis Jade, voilà, Jade aujourd'hui, 31 ans, et avec oui, mon apprentissage, ma vie, mon savoir, je partage mes connaissances, mais ça reste voilà, ça reste ma vérité et mon parcours. Et en fait, de garder voilà cette direction-là, ça a fait que je suis restée confiante et que tu vois, je suis allée quand même au bout de ces projets-là. Trop bien. Comment ça a été accueilli, l'ouverture de cette boutique? Tellement bien. Tellement bien. Alors je pense que le village de Naï est très bien placé aussi parce que je pense qu'il y a le public pour. Sur ça, je suis très bien tombée. Déjà, les gens me connaissaient déjà parce que mon papa faisait les marchés, il était horticulteur, donc déjà moi les gens de Naï me connaissaient depuis petite quand je l'accompagnais sur les marchés. Ensuite, ils m'ont vu moi tenir mon stand. Donc j'avais déjà, j'allais dire l'accueil entre guillemets. Oui, je faisais déjà partie du paysage de Naï. J'étais déjà un peu connue sur ça. Et puis ce que j'ai présenté, l'univers de ma boutique a beaucoup plu. J'ai rencontré énormément de gens ravis que j'ouvre ce style de boutique, ciblé autant autour de la féerie, autant des mondes celtiques, autant de l'univers de la sorcière. Et je rencontre beaucoup de gens qui sont aussi ravis que voilà,
je me limite aussi dans les produits que je propose. Je préfère ne pas proposer un produit si sa qualité ne me convient pas, plutôt que voilà de le proposer pour absolument le vendre. Je préfère privilégier voilà, au plus. Alors on peut pas faire à 100% évidemment, mais quand je peux le circuit plus court, j'aime bien que les gens puissent rencontrer les personnes qu'il y a aussi derrière les créas qu'on peut retrouver à la boutique. Donc faire des moments de rencontre, faire tourner les artisans, faire voilà, enfin ça pour le coup ça moi en tout cas je suis dans un lieu qui prône ça, qui est très sensible à l'artisanat, qui est très sensible au local, qui est très sensible à l'origine des produits. Et donc sur ça c'était chouette. Je suis bien tombée. Mais du coup, ça doit te demander, enfin, je le sais pour également, en étant spécialisé sur des jeux indépendants et auto-édités, ben c'est généralement du démarchage un par un, Ouais, créateur par créateur, créatrice par créatrice. Donc c'est beaucoup plus long et compliqué que d'aller sur une plateforme qui recense 1001 produits dont les trois quarts sont fabriqués on ne sait où, et de juste faire ton panier validé. ouais. Donc ça doit te prendre pas mal de temps de trouver ces fournisseurs justement. Ben ça l'a été au début, quoique j'avais quand même déjà quelques petits artisans sous le coude, hein, des gens que je connaissais aussi autour de moi, donc j'avais déjà quand même une petite équipe de départ. Mais une fois que j'ai ouvert, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait pas mal d'étagères vides. Je me suis dit merde, quand même, il faudrait un petit peu plus de produits là. Donc là, j'ai lancé ma quête aux nouveaux artisans. Donc ça a été un peu long, mais en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est plus souvent les artisans qui viennent à moi que moi qui vais les chercher. Alors parce que voilà, je vois que les gens parlent de la boutique, parlent souvent aux gens en leur disant oh là là, tes créations, elles iraient trop bien dans cette boutique, faut que tu ailles la rencontrer. Et j'ai souvent des gens qui viennent me voir, ils me disent voilà, moi je fais ça, est-ce que ça t'intéresserait? Je leur dis bah ouais, mais est-ce que toi ça t'intéresserait aussi d'être exposé là-dedans? Est-ce que et puis donc aujourd'hui c'est plus facile. Aujourd'hui c'est plus facile parce que ben voilà, moi je suis ancrée maintenant, les gens connaissent la boutique et souvent c'est eux qui m'envoient du coup les créateurs. Et ça c'est chouette. Ça m'empêche pas d'aller en chercher d'autres, hein, quand je voudrais un type de produit particulier. Là, je vais un petit peu fouiller. Mais sinon, alors des fois, je vais rencontrer des gens, c'est sur des conseils clients aussi. Là, je vais bientôt exposer quelqu'un, c'est une de mes clientes qui m'en avait parlé de cette personne qui me disait, ah là là, j'adore ce qu'elle fait, faut que trop que tu la contactes. Et au final, la nana, elle a été enchantée. On s'est rencontrés comme ça et elle va m'envoyer ses petits produits et on va travailler ensemble. Et voilà, quoi. On a parlé pas mal de l'inconvénient du local et de la limitation qu'il peut y avoir, mais ça à l'inverse, puisqu'il y a jamais que des inconvénients ni que des avantages. À l'inverse, ça c'est la force du local, du pouvoir justement rayonner, se faire connaître et que des artisans viennent à toi, c'est une marque quand même effectivement de reconnaissance Ben ouais, carrément. et de pérennité. Donc c'est chouette à l'aube des 3 ans. Ouais, 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 mais je suis vraiment contente. Même si, voilà, je cache pas que qu'aujourd'hui c'est encore très compliqué. Je n'ai pas encore atteint l'objectif que la boutique m'a su, mais voilà, ça, sur ça, je suis assez transparente avec les gens. Hein. C'est pas parce que je suis encore ouverte après 3 ans que ça tourne assez. Mais ça n'empêche que je suis toujours contente d'être là. Je suis toujours contente de la, voilà, des rencontres que je fais, du travail que je fais, de l'énergie que j'ai, des retours que j'ai de la boutique, voilà, de ce que je propose. Et je me dis, bah, peut-être que le fait d'être dans un petit village, ce sera un peu plus long. Donc, il faut que je m'accroche aussi. Voilà, donc, je suis ravie des conditions de travail dans lesquelles dans lesquelles je travaille. Je suis ravie la qualité des produits que je présente et ouais, c'est un vrai plaisir. Parce que tu disais que du coup, la boutique ne te permet pas d'en vivre, Mm. pas encore. Non, la boutique a très vite tourné toute seule. Sans moi, elle tournait très bien. Donc ça a été un super point. Elle a très vite tourné toute seule. Elle a assumé ses dépenses, ses charges. Voilà. Tant que je n'avais pas à me mettre dessus, c'était nickel. Enfin, nickel. Assez en tout cas pour qu'elle tourne. Mais voilà, maintenant, moi, en fait, ce qui m'a sécurisé les deux premières années et demie, c'est que j'avais mes droits chômage après avoir été surveillante. Du coup, c'est ce qui a fait que j'ai lancé aussi le projet, c'est que je savais que j'avais le chômage qui me sécurisait. Mais une fois que le chômage s'est terminé, en septembre dernier, je me suis dit bon, allez, on saute sans filet maintenant.
Ben, ça rame encore un petit peu. C'est encore compliqué. Elle m'assume pas encore complètement du tout. Donc voilà, ça c'est un peu le point noir du projet, mais bon, c'est la vie et je sais j'espère que c'est juste une question de temps et de patience. Je sais que bouche-oreille, c'est la meilleure des publicités, mais c'est aussi la plus longue à se mettre en place. C'est vrai. Et alors à chaque fois, je suis désolé, j'ai envie de commenter, de partager plein de choses parce que forcément, c'est un sujet qui me touche Oh, et mais je que t'en je prie. partage. Mais ce droit à chômage, effectivement, on se plaint beaucoup de la France dans sa lourdeur administrative et les freins à l'entrepreneuriat. Ouais. N'empêche que il faut avoir aussi l'honnêteté de reconnaître qu'on a cette chance en France de pouvoir lancer une Ah, mais activité complètement. entrepreneuriale tout en pouvant bénéficier de ces droits à Ah, chômage. mais sans ça, j'aurais pas pu. La boutique n'aurait pas pu démarrer sans que j'ai cette option-là. Ouais. J'avais un autre point que je voulais aborder. Ah zut. Euh, je sais plus. C'est pas grave. On va parler des. Je voulais te parler des. Non, alors je voulais quand même te dire que évidemment c'est tout ce que je te souhaite d'arriver à vivre de cette boutique et que j'ai bien conscience aussi parce que du coup tu es monté en société forcément pour Non, pouvoir. Ah, alors vas-y, ça non, m'intéresse. en fait, je suis un peu entre les deux. Moi, je suis pas auto-entrepreneur, je suis pas société, je suis entreprise individuelle. Je suis entre les deux. Et je suis dissociée de mon entreprise. Voilà. Cette fois-ci, c'est quelque chose qui t'intéresse au niveau des statuts. L'entreprise individuelle permet quand même d'avoir tous les côtés positifs de récupération de TVA, enfin voilà, tout ce genre de trucs-là qui en général on vient chercher en étant société. Mais moi, je voulais vraiment être dissociée de l'entité comptoir de l'ermite. Euh, mais c'est ce qui a fait d'ailleurs que j'ai pu toucher des droits chômage. C'est que parce que sinon, ce que la boutique gagnait, ça aurait été associé à moi et du coup, alors ça aurait été la cata pour démarrer. Si j'avais dû taper dans les caisses dès le début, à mon avis, là, je ne serais plus aujourd'hui. Mais oui, je me suis dissociée de la boutique. Et du coup, quand je peux, la boutique me paye une petite partie de mes besoins pour moi. Et du coup, ça, c'est quelque chose, c'est à part. Ok, donc je confirme que tu as dû être très bien accompagné à ton lancement Oui, et oui, ça oui, c'est hyper important. Ouais. oui. Et j'ai une très bonne comptable aussi qui me donne des super conseils. L'EI, l'entreprise individuelle, je sais, alors j'en ai entendu parler, effectivement, je suis pas sûr qu'on puisse encore se monter en EI. Je crois que le statut Ah, perdure pour ceux qui l'ont. pour ceux qui l'ont, mais je crois que ce n'est plus un statut qu'on peut adopter depuis quelques années. À vérifier, Ok. voilà, pour celles et ceux que ça pourrait intéresser, à les creuser, mais j'ai un doute sur la disponibilité de ce statut aujourd'hui. Ouais. Mais effectivement, c'était un statut qui présentait pas mal d'avantages et de facilité et de simplicité Ouais, sur la gestion d'un fonds de commerce notamment. tout à fait. Mais après, tu peux être en EI et associé à ton entreprise. C'est moi qui ai décidé d'en être dissocié. Ok. Voilà. Parfait. Et j'avais une petite question pour nos auditeurs, nos auditrices qui n'auraient jamais mis encore un pied dans la boutique pour qu'ils puissent se projeter un petit peu dedans. Si tu peux nous partager un petit peu son ambiance, sa déco, aussi qu'est-ce qu'on trouve du coup dans ta boutique parce qu'on a parlé beaucoup d'artisanat, mais c'est vrai que moi je sais qu'il Mais y a on ne sait beaucoup pas de ce qu'il y a derrière. produits. Exactement. Moi, je voulais une boutique qui soit féerique. Je voulais qu'on rentre dans un univers. Le, ce qui moi me, j'ai toujours adoré l'univers ésotérique. Et alors j'ai eu ma phase à l'adolescence à aller en permanence dans les boutiques ésotériques partout. Et il y a toujours un truc qui m'a dérangée, en tout cas dans celles que j'ai visitées, c'était le côté quand même très froid. Le côté, alors je pense qu'il y a aussi la modernité des commerces qui joue, hein, mais le côté tout blanc, tout en vert, tout impeccable. Et je me disais, mais c'est marrant parce que bah, moi, ma boutique fantasme, ma boutique de rêve, mais je l'imagine tellement plus chaleureuse, tellement plus mystique. Du coup, c'est ça que j'ai voulu faire passer comme énergie quand on rentre dans ma boutique. C'est pour ça que du coup, on a un arbre qui se trouve près de mon comptoir, par exemple. J'ai installé un arbre qui évolue au fil des saisons.
J'ai mis que des choses en bois, que de la seconde main. Je voulais voilà des matières vivantes. Je voulais que ce soit chaleureux, un peu comme chez moi. Je voulais me sentir comme chez moi et en même temps comme en forêt dans ma boutique. Donc il y a un petit coin salon de thé. Donc je fais aussi salon de thé si on veut prendre le temps de boire un petit thé, une tisane, un café, on peut. Il y a un petit canapé. Et et après, je fais évoluer ça c'est mon gros kiff ça. Je fais évoluer la boutique au fil des saisons. Donc la déco évolue, les collections évoluent. Alors il y a des produits qui sont là toute l'année, hein, mais sinon j'ai mes petits cartons à thème. Quand la saison est finie, je remets les produits dedans, ils ressortiront l'année prochaine. Et donc mon arbre évolue, les coussins, les couleurs. Laissez-moi vous dire qu'à l'automne, moi, je suis complètement hystérique, la boutique est magnifique. Mais voilà, c'était ce côté très saisonnier que je voulais mettre en avant, très féerique. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut retrouver dedans? Alors, on a une partie librairie, où du coup, on a pas mal de bouquins et d'oracles et de tarot, évidemment. On a une partie lithothérapie, donc j'ai un petit buffet avec voilà pas mal de petits minéraux en pointe, en galets, voilà, en petits bijoux. Il y a mes créas, évidemment. Et après, tout le reste, ça va être, j'allais dire un petit peu le vrac, parce qu'on va avoir autant du produit pour sa pratique, des, des petits grimoires, des chaudrons, des nappes de tirage, des bougies à deux couleurs, voilà, des petites choses pour faire sa, moi je dis faire sa petite sorcière, mais voilà, si on a envie d'agrémenter sa pratique. Mais c'est aussi ce que je défends beaucoup, c'est que j'ai pas mal de choses pour les gens qui sont juste aussi très terre à terre et pas forcément sensibles à l'univers ésotérique. Juste même sensible à l'artisanat. Voilà, j'ai de la bougie de belle qualité faite entièrement à la main. J'ai des encens qui sont faits près de chez moi. Ce sont bien des rares encens faits en France. La plupart viennent quand même de très loin. Donc là, c'est vrai que j'ai du local, ils viennent de Tarbes. Alors moi, il faut savoir qu'en perso, j'ai une passion pour les mugs. J'adore ça. Donc, je vois que tu soutiens. Donc là, depuis quelques mois, je me suis lancée, vu que je propose aussi des tisanes, alors et à bord sur place et des tisanes en vente. J'ai aussi une petite collection de mugs que je propose qui évolue aussi à chaque saison. Donc c'est rigolo parce que toutes les personnes qui sont fans des mugs, à chaque nouvelle saison, elles viennent dans la boutique. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Et je dois dire, alors effectivement, on me voyait pas puisque c'est un podcast, mais à la caméra, j'ai levé le poing bien haut parce que grosse passion mug évidemment. Et j'en profite pour petite parenthèse pour signaler et te remercier encore une fois parce que grâce à toi, j'ai pu me procurer un des mugs de Caro Caro, from Woodland qui était épuisé partout ailleurs. Un d'une ancienne collection d'une année précédente, je que crois. j'avais Et encore en stock. que tu avais encore en stock et avant de venir, je t'avais dit surtout, tu m'en gardes un. Et oui, oui, c'est vrai que le fait, d'ailleurs, c'est Caro from Woodland, c'est ces mugs qui ont lancé le fait que je propose des mugs à la boutique, ouais. Parce que je proposais ces livres, j'ai proposé ces mugs, et maintenant je propose aussi ces petits puzzles, ces petits bloc-notes, voilà, tous ces petits produits. Donc ouais, passion mug, ça carrément. J'ai aussi des choses merveilleuses, j'ai des œufs de dragon. Ah ouais, non mais attends, on peut retrouver des attrape-rêves, on peut retrouver des petites brumes d'ambiance, des petites brumes rituelles. On peut retrouver des petites pochettes aussi. Il y a toute une partie papeterie. Donc, comme je disais tout à l'heure, avec des grimoires, avec des petits washi tape, avec des petits journaux à remplir. J'ai des maisons de fées aussi en bois. Ça fait partie des plus belles pièces. C'est ma maman qui fabrique ça. C'est des petites maisons de fées miniatures en bois qui s'illuminent. C'est assez fabuleux. Ouais. Puis voilà, des petites merveilles, des petites choses en feutrine. Des baumes aussi, des sirops, voilà, des personnes du coin qui travaillent autour des plantes, donc qui ont plein de produits dérivés autour des plantes. Ça c'est pareil, vu qu'en fait il y a des artisans avec qui je travaille depuis le début, et il y en a d'autres, je les fais tourner, ils restent le temps d'une saison, des fois le temps d'une année, puis ça s'arrête. Donc là, voilà, j'ai une nouvelle créatrice qui est pas loin de chez moi, qui fait tisane, sirop, baume, huile végétale. Donc là, elle a tout un petit coin pour elle et ses petits produits, ça tourne.
Voilà, c'est sympa. Je me régale. Et bon, au niveau des produits, je pense que bon, après plein de petites choses déco évidemment, des petits mobiles attrape-soleil, des petites plaques murales, bon, voilà, il y a pas mal de choses. Mais ça tourne, ça évolue, c'est chouette. Je pense que c'est important et hyper intéressant pour toi aussi de pouvoir, j'allais dire capturer une clientèle, mais ça, c'est très mal exprimé. Oui, mais je vois l'idée. Toucher une clientèle. Toucher et fidéliser une clientèle, le fait de se renouveler, bah, ça incite Ouais, aussi les personnes à revenir, à bien découvrir de sûr. nouvelles choses, de nouveaux produits. Bah ça, tu vois, je l'ai appris que depuis cette année parce que les 2 premières années, j'avais tendance à avoir mes produits et juste renouveler ces produits-là. Puis à un moment donné, je me suis dit: «Punaise, ben ça bouge pas beaucoup» et en fait, j'ai observé alors c'est marrant parce que ça me touche, il y a des fois ça me dépasse et ça m'accable, mais de voir la vitesse de changement de collection dans certaines grandes enseignes chez certaines grandes enseignes, à quel point ils mettent leur collection tôt dans l'année pour consommer de plus en plus tôt. Mais alors, en fait, dans tout ça, même si moi ça m'afflige, quelque part, j'en ai aussi appris quelque chose et ça m'a permis de me dire, ok, ben là, par exemple, sur ce produit-là, je vais pas en commander autant, je vais en commander moins. Et quand j'arrive à la fin, j'en recommande pas. Je commande un autre type de produit. Ça tourne. Et ça, c'est très récent, ça, ce petit réflexe maintenant. Il m'a fallu un petit moment avant de comprendre. Et oui, en effet, je vois que ben oui, les personnes reviennent parce que ben, il y a de la nouveauté, des choses à découvrir. Même si j'ai des produits qui sont là toute l'année, des produits phares, ça permet quand même d'avoir des petites nouveautés régulières. Toute la difficulté de la gestion de stock, hein, Ouais, carrément, carrément. que je connais bien aussi, Mmh. effectivement, et de la saisonnalité et de Ouais, la brièveté des tendances. ouais. De plus en plus brève, je trouve même. Donc je comprends effectivement que, bah, il y a un moment où il faut savoir, peut-être, réduire un petit peu, nos enthousiasmes et nos projections, quitte peut-être à décevoir parfois, certains clients, clientes parce que, ben, finalement on est en rupture, on n'en a plus. Sauf que, bah, si on en prend trop et que, ça reste, en stock, ça reste sur les étagères, ça met in fine en péril, la survie d'une entreprise. Bah, tu vois, c'est oui, tout à fait. Et ça, je l'ai vu, ça a d'abord été sur les jeux où je l'ai repéré ça. La première année, je commandais les jeux, un même jeu, je le commandais par 5, 6. Puis, enfin, toi, alors, bon, toi, ça te semble peut-être pas beaucoup parce t'as certaines catégories où voilà, t'en commandes déjà bien plus. Mais moi, c'est vrai que j'avais pas ce côté internet que toi tu as, vente en ligne. Bon, en tant que petite boutique de campagne, avoir un tarot en 6 exemplaires, c'était n'importe quoi. Et il m'en reste encore, par exemple, 2 aujourd'hui en boutique de celui-ci, alors que j'ai ouvert depuis 3 ans. Donc ça, c'est pareil. J'ai appris assez vite de me dire non, 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 non. On se calme, tu en commandes un, deux, à la limite. Si besoin, tu recommandes. Mais maintenant, c'est vrai que je préfère commander en plus petite quantité, mais plus souvent, et que ça tourne. Parce qu'après, ouais, quand on a les stocks sur les bras, c'est cata, les gens se rendent pas compte. Mais pour l'inventaire, moi, ma comptable, elle aime pas trop. Et puis ben, c'est vrai qu'un produit qui est là depuis trop longtemps, on ne le voit plus non plus. Quand il est là sur les étagères depuis trop longtemps, il passe inaperçu. Des fois, juste de le changer de place, ça permet, hop, c'est tout bête, hein, mais les gens du coup le revoient, mais sinon, non, le fait qu'on l'ait trop longtemps, après, c'est à perte en fait. Exactement, et puis, bah, ça mobilise, c'est de la trésorerie qui ne rentre pas, donc c'est, ben, une autre partie de stock qu'on ne peut pas renouveler, et cetera. C'est vrai que c'est un sujet, pareil comme toi, que j'ai découvert au fur et à mesure et que je continue de découvrir et d'explorer, Mm. notamment avec le milieu de l'édition et mes 3000 pièces de DeviantMoon. Punaise, mais oui. Mais il faut expérimenter. Ouais, 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 tout à fait. Bah, en tout cas, merci pour tous ces partages autour de la boutique. On a loin de finir. J'espère que tu as encore un peu de temps à m'accorder parce que on va explorer peut-être un peu plus, sortir de l'univers très entrepreneurial pour aller toucher un peu plus à cet univers ésotérique dont tu parlais et cette thématique de sorcière. Le mot sorcière est revenu plusieurs Mm. fois dans ta bouche. Et j'ai l'impression que ta maman est aussi un petit peu
intéressée par le sujet, puisqu'elle Ouais, construit des maisons de fées. Donc, ouais. est-ce que ça vient de... Est-ce que tu as toujours baigné finalement dans cette ambiance, dans ce folklore, dans cet univers, dans cette culture? Et beh, c'est rigolo, c'est une question qu'on me pose souvent. On me dit souvent: «Mais ça vous vient d'où?» Je leur dis: «Bah, je sais pas, ça me vient de nulle part, moi, c'est normal, en fait». Moi, j'ai été, ouais, ma maman a depuis que je suis petite, hein, je la vois avec ses petits cristaux, avec, voilà, tout ce qu'elle fait à la main, toujours passionnée par, les univers féeriques. Il y avait toujours de belles encyclopédies sur les fées que je parcourais en étant gamine. Donc tout ce côté un peu, très nature, très nature. Ma maman, elle me l'a partagé, elle me l'a inculqué. On allait, dès qu'il faisait beau, on allait passer, nos nuits en nature parce elle a un côté un peu plus, amérindien. En travaillant le cuir, il y avait ce côté, allez, on va en nature. Elle m'a apporté ce respect aussi de l'environnement, des animaux, de si on doit manger une bête et la tuer soi-même, il y a tout un respect à avoir, on gâche rien, on tanne la peau, donc elle m'a appris à tanner les peaux. Enfin, donc tout ça, ça vient de ma maman. Ce côté très nature et féerique. Et en parallèle, il faut savoir que moi, du coup, je suis fille de famille recomposée. Que mes parents se sont séparés, j'avais même pas 1 an. Et j'ai eu la chance incroyable d'avoir du coup du côté de mon papa une belle maman pendant quelques années qui elle était un vrai ange tombé du ciel et qui tirait les cartes. Donc depuis que je suis du coup petite, quand je venais voir mon papa en vacances, du coup j'étais toujours ravie de voir ma belle-mère. À chaque fois j'étais émerveillée quand elle sortait ses jeux de cartes. Je voulais toujours qu'elle m'en tire. Et pour tout ce qui va être tarot et oracle, c'est grâce à elle que je suis tombée dedans. Et pour tout ce qui va être minéraux, féerie, tout ça, c'est vrai que ça a été depuis gamine, j'ai baigné dedans. Ouais. Donc ça n'a pas été un moment de ma vie en particulier, ça a toujours été là en fait. Pour moi, c'est vrai que c'est assez naturel. C'est un milieu dans lequel j'ai été élevée depuis toujours. Puis en tant que fille d'horticulteur, le lien à la nature était bien là aussi. C'est tellement intégré qu'en fait, bah, c'était naturel d'en faire, de l'intégrer aussi à ton univers professionnel finalement. Ah oui, tout à fait. Ouais, ouais, tout à fait. Et au niveau des cartes, qu'est-ce que tu pratiques en particulier? Ah bah, moi je ne sors jamais sans mon tarot. J'ai toujours un tarot sur moi. Ça a été, ça c'est arrivé très très tôt du coup. J'ai eu, je crois que mon premier jeu, je devais même pas avoir 10 ans. Je l'avais eu en cadeau dans un magazine. C'était un oracle autour des witch pour celles et ceux qui lisaient les magazines witch. Donc j'avais dû avoir un premier jeu en cadeau. J'étais ravie. Je l'avais ramené chez mon père en vacances. J'avais montré à ma belle-mère. Je lui ai dit regarde, j'ai un jeu moi aussi. Et quelques années après, je crois que j'avais même pas 14 ans, elle m'a offert mon premier tarot. Donc là, c'était le premier vrai jeu que j'ai eu. Et puis bah voilà, je n'ai pas pu m'arrêter. Là. Je suis tombée dedans et j'ai eu plusieurs phases j'allais dire de goretesque, de, d'achat de d'achat de jeux. Ça a été une petite phase un peu compliquée que j'ai gérée. Et oui, non, aujourd'hui, le tarot, c'est mon outil de prédilection préféré. C'est mon outil de pratique préféré. C'est un outil qui me sécurise. C'est un outil qui me passionne. Ça me passionne de parler autour de ça, j'allais dire de l'enseigner, même si j'ai du mal avec cette idée d'enseignement, mais vu que je propose une initiation au tarot, c'est un peu ça. Voilà, c'est mon sujet favori. C'était quoi le tarot qu'on t'a offert à 14 ans? C'était le tarot du monde des fées. Le tarot ésotérique du monde des fées ou le tarot des fées. C'est un jeu qu'on trouve plus aujourd'hui, là, qui est plus édité, mais qui était très doux, voilà, dans un univers féerique, sans surprise, forcément. Donc pas le traditionnel, tarot de Marseille, de Oh non! Grimaud, en Oh bleu et non! rouge. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Ça, c'est arrivé bien plus tard. Celui-ci, il est arrivé quand j'ai commencé à l'étudier réellement. Là, je me suis acheté les différents types de tarot pour pouvoir les comprendre, voilà, les comparer. Mais non, non, j'ai commencé par quelque chose, en fait, dans mon univers, dans un univers avec lequel j'étais déjà à l'aise.
Et je sais voilà, pour être venu dans la boutique, pour avoir déjà discuté avec toi, que tu as aussi un lien très fort aux divinités, à la mythologie nordique. Comment tu... Alors, non, c'est pas tant un lien très fort parce que tu vois, c'est moi, je suis plus passionnée par tout ce qui va être, dans ces cas-là, mythologie et folklore celte, vraiment plus de nos terres. Maintenant, c'est tout ce qui va être scandinave et nordique, c'est quelque chose que j'ai creusé, quelque chose qui m'a intéressée, dans lequel voilà, je suis allée un peu plus loin dans mon apprentissage et je propose du coup, ça m'a amené à proposer un atelier découverte sur les runes d'ailleurs. Maintenant, ça fait pas partie de ma pratique. J'aime les légendes autour, j'aime les mythologies, j'aime, tu vois, je propose des statuettes aussi à la boutique de certaines divinités. Voilà, j'adore. Puis en utilisant les runes de temps en temps, je me devais en fait de creuser ce domaine-là, parce que je me sens, en fait, j'estime ne pas être légitime d'utiliser cet outil si je comprends pas d'où ça vient, comment on s'en sert, à qui ça fait référence, à quoi. Donc ouais, c'est un sujet que j'ai aimé creuser, ouais. Mais par contre, ça y fait pas partie de ma pratique. Ok, mais par contre, les runes un petit peu. Les runes de temps en temps. De temps en temps, ouais. Je vais me tirer une ou deux petites runes, mais c'est tellement des symboles puissants que voilà, je les utilise vraiment avec parcimonie. Et vraiment pour certaines utilisations particulières. Mais ça va, voilà, c'est très occasionnel. Parce que justement, je trouve ça très puissant. Ok, c'est-à-dire que l'impact vibratoire, magique. Ben, dans tout ce qu'elle représente, dans tout ce qu'elle touche, je sais que je me suis déjà fabriqué 2 ou 3 petites choses avec des runes, avec des symboles que j'ai gravés, que j'ai mis, voilà, dans des petits talismans, des choses comme ça, mais vraiment des choses, où j'ai pris du temps à réfléchir à vraiment ce que je voulais comme intention, à prendre conscience que, bah, tant que le talisman existe, la rune rayonne et que, bah, tant qu'elle est là, elle rayonne et tu vois, c'est comme, un jour, j'avais entendu quelqu'un dire ça et j'avais trouvé que c'était un très bon exemple. Utiliser les runes, ça peut être une très bonne chose dans le sens où on a des runes qui sont dites très positives, mais en fait, comme les cartes de tarot, il y a des cartes très positives, mais qui ont aussi un penchant négatif et inversement. Donc les runes, c'est pareil. Et c'est comme utiliser ça comme des antibiotiques. C'est quand tu es malade, c'est une très bonne chose, ça soigne très bien la maladie, c'est fabuleux, mais une fois que la maladie est finie, continuer à utiliser des antibiotiques, c'est pas très bon. Donc je trouve que c'est un très bon exemple pour imaginer un peu le pouvoir des runes. C'est que c'est bien de conscientiser aussi la durée à laquelle on veut qu'elles rayonnent, voilà, de comprendre leurs aspects plus sombres aussi, utilisés à mauvais escient. Enfin voilà, tout ça. Donc c'est vrai que c'est un outil que j'utilise avec grande parcimonie et grand respect pour tout ça. Et tu parlais, t'as bien fait de me reprendre de la culture et pratique celte, Ouais. effectivement. Tu veux bien nous en parler un peu Ah là déjà plus? c'est quelque chose que je pratique plus, oui. J'ai bah, on va dire que dans mon système d'études, en plus de plein d'autres choses, entre le fait que je me sois formée en lithothérapie, que du coup je suis allée creuser tout ce qui était un peu plus nordique et plein d'autres choses en fait qui m'intéressaient. J'ai eu une phase aussi à fond autour du bien-être. Là on part plus en Inde avec les chakras, voilà, tout, plein de petites choses comme ça. En fait, je suis toujours revenue à quelque chose de très lié à mes terres en fait, et quelque chose de très celte et quelque chose de très de enfin en tout cas je sais que la façon dont les croyances païennes se comment dire se verbalisent, la façon dont elles se présentent, moi c'est ce qui me parle, c'est ce qui m'a toujours parlé le plus. Ce côté très simple, très lien à la nature, lien à son environnement, ce côté très respectueux des énergies, de toutes les énergies et de tous les êtres qui existent, qu'ils soient humains, animaux, minéraux, végétaux, qu'importe. Mais en fait, c'est cette simplicité qui m'a moi touchée et que je trouvais tellement juste. Alors après, tu vois, au fur et à mesure de mes études, de mes différentes études, je me suis rendu compte qu'en fait, quel que soit le lieu du monde, quel que soit le système de croyance, en fait, on parle de la même chose, mais juste avec des mots différents. Mais on va dire que moi, les mots autour de tout ce qui va être voilà, celte m'ont plus touchée.
Et c'est surtout que je voulais pas partir à l'autre bout du monde. Je voulais comprendre d'où on vient, nous, ici, en France, voilà, en Europe, comprendre sur quelle terre on marche. Et je trouvais ça important, ouais, d'abord de creuser ça. Et du coup, je me suis intéressée aux fameux 8 sabbats aussi de l'année, que j'ai d'abord fantasmé comme un peu tout le monde, je pense. Puis après, en creusant, je me suis dit, merde, il y en a quand même des trucs qui sont hyper mal sourcés. Il y a des trucs, bon, on fantasme un peu certaines célébrations. Et je pense qu'en fait, c'est normal parce que les choses vont tellement vite. Il y a des effets de mode qui vont tellement vite que du coup, il y a souvent j'allais dire une désinformation, entre guillemets, mais je voulais comprendre l'origine de tout ça, l'origine de nos fêtes, l'origine de certains symboles qu'on utilise encore aujourd'hui. Et en fait, j'ai plongé dedans, j'ai sauté dedans, j'ai adoré ce que j'ai découvert et j'adore en parler, le partager en atelier, parce que voilà, moi je trouve ça important de comprendre qu'est-ce qu'on célèbre aujourd'hui, pourquoi est-ce que je sais pas, pourquoi est-ce qu'à Noël le dessert c'est une bûche par exemple, pourquoi est-ce qu'à la Chandeleur on fait des crêpes. En fait, c'est pas anodin tout ça. Et de comprendre aussi, parce qu'il y a plein de gens qui diabolisent un petit peu le christianisme au niveau de l'univers païen, et ce que je trouve bien dommage parce qu'en fait, il y a eu une continuité qui s'est faite, il y a eu des modifications qui ont été faites, mais je trouve qu'en fait, il faut aussi je trouve ça dommage de diaboliser quelque chose. Aujourd'hui, on a quand même encore les infos, on peut encore s'approprier notre pratique. Aujourd'hui, on est encore libre, voilà, d'aller creuser. On trouve encore des écrits très qualitatifs. On peut aller creuser des sources historiques, archéologiques, et, euh, et c'est évoluer avec son temps, je trouve. C'est intéressant de comprendre qu'est-ce que l'arrivée du christianisme a modifié, s'est approprié aussi d'une certaine façon, complètement. Et en même temps, c'est encore des choses qui vivent aujourd'hui, même s'ils ont été modifiés. C'est arrivé à nos jours quand même. Et la célébration des sabbats dont tu parlais, et je sais que tu fais des ateliers à chaque fois dans ta boutique au comptoir de l'Ermite. Du coup, cette pratique, elle s'inclut dans ce paganisme celte dont tu parlais. Ouais, ouais. Après, moi, j'essaie toujours d'être un peu distante. Tu sais, moi, j'ai mes croyances, j'ai ma pratique qui m'appartiennent. Mais par contre, voilà, je trouvais ça trop chouette, étant donné que, comme je te disais tout à l'heure, j'ai quelque chose de très saisonnier dans la boutique, dans l'évolution de la boutique. Ah bah, aligner ça aux 8 sabbats de l'année, je trouvais ça trop intéressant. Donc tous les mois et demi, faire un petit atelier découverte sur, ben voilà, là, la prochaine fête qui arrive, c'est ça. Euh, à l'époque, ben voilà, on avait, par exemple, là, tu vois, samedi dernier, j'ai fait un atelier pour présenter le sabbat d'Imbolc, expliquer que il y avait un petit décalage des saisons, que quand nous, on célèbre l'entrée dans le printemps, eh ben non, chez les Celtes, c'était le pic de la saison. Et quelque part, comprendre aussi la logique de ces choses-là, comprendre que le solstice d'hiver, pour nous, le solstice, on rentre dans l'hiver. Mais à l'époque, c'était le cœur de l'hiver. Et quelque part, ça se tient. On est sur la journée la plus courte, la nuit la plus longue. On se dit, bah oui, en fait, c'est vrai que ça marque tellement plus le cœur de la saison, cette logique-là. Donc juste comprendre ça, pouvoir se réapproprier ça, j'essaye d'être le plus distancé possible, de pas influencer, même si bon, quand je parle avec passion, j'y peux rien, je partage ce que j'aime et ce qui me parle, mais de voilà, présenter un petit peu ce qu'est ben voilà un sabbat, quelles sont ses symboliques, d'où sont tirées ses origines, comment est-ce qu'on peut le célébrer aujourd'hui si on veut être fidèle aux célébrations anciennes, comment on peut se célébrer aujourd'hui si on veut se l'approprier. Et voilà. Et comme ça, moi, je me dis, allez, je fais la petite présentation, je donne ces petits outils aux gens, puis après, ils en font bien ce qu'ils veulent. Mais moi, déjà, ça me permet de continuer à donner vie à ça. Bon, en plus, chaque année, ça me permet de me rappeler aussi certains trucs qui peuvent déjà, des fois aussi être oubliés. Et vu que les ateliers se font une semaine, 10 jours avant la date, et ben comme ça, quand la date arrive, les personnes peuvent s'approprier la célébration. Je trouve ça chouette. Et du coup, quand ils passent à la boutique, souvent, ils sont là, bon, joyeux Yule. Je trouve ça rigolo, c'est hyper mignon. T'as des ressources, parce que c'est vrai on entend souvent parler de paganisme, mais pas forcément de culture et de paganisme celte en particulier.
Et qu'est-ce que tu me demandes du coup? Si tu as des ressources à conseiller, par exemple, aux personnes que cette culture et ce paganisme celte intéresseraient, ou pour toi, toute forme de paganisme, en tout cas dans notre société, dans nos cultures, est empreint finalement de celtisme. Ben, c'est qu'en fait, le paganisme, c'est quelque chose de très large. Moi, je vois ça comme un très grand panier dans lequel on a plein de petites pochettes. On va avoir la pochette de la Wicca, la pochette du druidisme, voilà. Et le paganisme, ça englobe un peu tout ça. Bon, voilà, j'essaie de rester toujours large, hein, au niveau des symboliques, parce qu'en fait, moi, je me rends compte que dans chaque petit sachet qui est à l'intérieur, il y a des choses qui me parlent et il y en a d'autres qui me parlent pas. Donc, et j'aime le fait de pouvoir piocher comme ça, comme on veut. C'est ça qui me plaît. Alors, au niveau des ressources, je sais que j'ai quelques ouvrages en général vers lesquels je dirige les personnes que je trouve pour le coup très quali. Je sais que, alors comment il s'appelle? Le bouquin de Mara Freeman, c'est un almanach. Il a été réédité d'ailleurs. Oh zut, j'ai plus le titre. Bon, enfin bon, bref, c'est sur l'année l'année celtique, l'almanach, enfin je sais plus comment il s'appelle, mais Mara Freeman. Elle, je sais que j'aime beaucoup son travail de recherche. Moi j'aime bien quand je regarde à la fin du livre, quand il y a une belle bibliographie, quand on voit où est-ce que les gens sont allés chercher leurs infos, je sais que maintenant je porte beaucoup d'attention à ça. Tous les écrits alors, est-ce que je vais pouvoir prononcer leur nom? Alors attends, je vais me le remettre sous les yeux pour être sûre de pas me planter. C'est Guirou. Attends. Christian Guyon-Varc et Françoise Leroux. Tous les ouvrages qui ont été faits par ces deux personnes sont d'une qualité, ce sont des personnes qui n'ont pas fait des modifications des écrits, alors des fois ils ont simplifié la lecture pour que ça puisse être un petit peu, je vais dire, digeste à lire. Mais pour moi, ça fait partie des personnes voilà, vers lesquelles on peut s'appuyer pour s'intéresser à ce milieu-là. Et c'était celui-ci dont je te parlais tout à l'heure, Vivre la tradition celtique au fil des saisons de Mara Freeman. Et après, pour les personnes qui n'aiment pas trop lire. Oui, parce que là, je me permets de préciser, puisque moi j'ai l'image, que ce sont des énormes pavés que tu m'as montrés. Ouais, il y en a des plus petits, hein, tu vois, ceux de Christian et de Françoise, là, je t'en ai montré un énorme, mais il y en a des plus petits, hein, tout à fait. Il y en a des tout petits formats sur justement les fêtes, les 8 sabbats. Là, c'est celui-ci. J'ai pris le premier qui me venait pour pouvoir te montrer le nom. Mais pour ceux qui n'est parce que bon, on a aussi la petite série faite par les éditions. Alors c'était Alliance Magique, mais ça a été racheté. Les éditions sur les 8 sabbats. Justement, on va avoir un petit bouquin par sabbat que je trouve d'ailleurs très sympa pour débuter, très accessible. On a aussi Ketty Adastra. Donc non, c'est Ketty. Elle a un autre nom. Elle a utilisé son nom de famille comme nom de plume. Mais sur Internet, elle est connue comme Ketty Adastra, qui, elle, a commencé une série sur les sabbats. Elle en a fait 3 pour l'instant. Elle a fait Mebon, Sowin et Yule. Elle, c'est pareil. Je trouve que ses écrits sont très chouettes, sont très bien sourcés, rendent du coup les découvertes des 8 sabbats très accessibles. J'aime beaucoup. Puis alors, en plus, c'est de très beaux ouvrages pour ne rien gâcher. Mais s'il y a des gens qui ont du mal avec l'idée de lire, moi j'adore ça, donc c'est pas un souci, mais j'aime bien les rediriger sur le compte de Lyra Coltyr. Lyra Coltyr, alors est-ce que tu veux que je te l'épelle? Tu me le diras, on se le dira plus tard, mais effectivement, je mettrai toutes les ressources en barre de description. J'aime bien On va noter à avoir des chaque petits liens, fois ouais. ce qui est mentionné pendant l'épisode. Donc, Ouais, ben elle se fait appeler aussi The Herb Witch. Alors elle, on la retrouve sur Instagram, on la retrouve sur YouTube, et elle fait des super vidéos. Voilà, sur YouTube, elle a énormément de vidéos sur énormément de thèmes différents. Et il y a certains domaines où justement c'est de voir une de ces vidéos qui m'a fait aller creuser un thème. Du coup, en allant m'intéresser aux bouquins dont elle parlait, je les ai achetés, je les ai lus. Et en fait, j'ai trouvé ça trop chouette. Elle a été prof, elle a bossé pas mal dans le milieu du livre aussi. Elle est autrice parce que elle a fait un bouquin, un merveilleux livre sur les champignons. Elle a fait un super jeu sur les runes avec d'ailleurs Gulliver l'aventurière. Elle a fait un jeu de cartes sur les runes.
où c'est elle du coup qui a écrit le bouquin que je trouve très quali d'ailleurs. Quand on a son petit jeu de runes dans un sachet et qu'on veut avoir un bouquin de référence qui va avec, je conseille aux gens de prendre le livret de ce coffret d'oracle là. Donc voilà, si vous êtes un peu indigeste sur la lecture, allez voir les vidéos de Lyra, elles sont top et très bien sourcées. J'aime beaucoup. J'irai moi-même probablement faire un saut sur la chaîne. J'espère que tu as des heures devant toi. Non, mais Non, mais bon, voilà, ça vaut le coup d'œil. ok, j'irai voir. J'aimerais bien te poser une dernière question peut-être. Je sais que c'est très personnel, donc tu as le droit de ne pas répondre. Ok. C'est justement sur ta pratique à toi, très personnelle. Si tu as des choses à nous partager ou et peut-être sur ce que cette pratique, la pratique qui t'est personnelle, ce qu'elle t'apporte dans la vie, ce qu'elle te, tu vois, ce que ça t'apporte. Je sais pas comment le formuler autrement. Ma pratique en général ou ma pratique de tarot? Non, en général. Alors ta pratique, on parlait surtout de Autour paganisme, de l'univers ouais. païen, ouais. Qu'est-ce qu'elle m'apporte? Oh bah, je crois que j'ai jamais été aussi alignée avec moi-même que depuis que je pratique. Qu'est-ce qu'elle m'apporte? En fait, je suis très détendue par rapport à ça. Au début, je m'en voulais, je me flagellais de pas pouvoir célébrer un sabbat quand il passait. Pour moi, c'était terrible. Et en fait, avec le temps, bah, je me suis dit, en fait, c'est pas grave, parce que la vie, c'est ça. Il y a des fois, je vais avoir quelques célébrations comme ça qui vont sauter parce que la vie. Et il y en a certaines que je vais célébrer toute seule, d'autres que je vais célébrer avec des amis, parce que du coup, j'ai mis quand même quelques copines dans le lot. Et ça fait des super moments partagés. Donc, c'est quelque chose avec enfin, je suis assez transparente sur ma pratique. Et j'aime bien, mais comme tout d'ailleurs, hein, comme toutes les approches, comme le tarot, comme les runes, comme tout ce que je partage, en fait, j'aime bien essayer de rendre des choses qui des fois sont pas très bien comprises, juste accessibles et simples. Et du coup, ma pratique, en fait, elle est très simple. Il y a rien d'extravagant, il y a rien. Alors, ça m'arrive de me faire des petites soirées, des petits rituels, des petites choses comme ça, mais c'est toujours très tranquille et très accessible. Je fais plus de choses très exubérantes. J'ai commencé, hein, comme tout le monde, à me dire allez, là, je bloque toute ma soirée, je vais aller danser sous la lune et faire un rituel, et puis bah, mais en fait, on s'y fatigue. Non, maintenant, en fait, on va dire que ma pratique fait partie de mon quotidien. Je le fais un petit peu des fois mal, sans trop m'en rendre compte. Voilà, je me fais une tisane le soir. Je vais me rajouter une petite plante en particulier pour travailler sur quelque chose, et du coup, voilà, je peux amener le pouvoir des plantes comme ça. Je peux, dans un gâteau, je sais pas, tracer un petit sigil parce que c'est un gâteau de guérison, par exemple. Donc, je vais mettre un petit sigil dedans et, voilà, c'est en fait une magie du quotidien. C'est une pratique du quotidien sur des petites choses. Je sais pas si je travaille, si je m'intéresse et que je me questionne sur une divinité, que je vais aller creuser, que je vais aller, j'allais dire, je vais faire sa connaissance. Je peux tout à fait, si j'ai envie de me charger de son énergie, par exemple, bah, soit porter des couleurs associées, soit des symboles. Enfin, donc tu vois, c'est des choses en fait qui peuvent passer partout dans le quotidien. Ça peut passer complètement inaperçu, mais je le fais assez naturellement en fait, sans plus trop me prendre la tête. Je sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Oui, oui, bah, de toute façon, c'est ta réponse, elle est forcément bonne. Du coup, est-ce qu'il y a une forme de, moi, ce que j'ai l'impression d'entendre, c'est une forme de presque de connexion à la vie ou à quelque chose de plus grand dans la vie et de célébration Bah justement de si, cette vie? mais de ça et de tous ces changements et de toutes ces évolutions. Et tu vois, je sais que depuis que j'ai conscience de tout ça et que je célèbre, du coup, oui, bah, oui, c'est ça, la vie et ses saisonnalités, quelles qu'elles soient, et ses cycles. Euh, j'ai pas trop, tu sais, souvent on parle de moments dans l'année où t'as le coup de blues du mois de novembre ou du mois de janvier. Tu sais, il y a des phases des fois où que les gens vivent assez mal. Et bien, au final, moi, c'est des temps où je me dis, ben, là, je vais te donner l'exemple typique entre Halloween et Noël. Voilà, le mois de novembre, c'est souvent un moment de déprime. Et ben, pas pour moi. Moi, c'est un temps que j'aime bien. C'est un peu, j'allais dire, le calme avant la tempête des fêtes de fin d'année. C'est des temps où, au contraire, moi, qui me nourrissent, qui me font du bien, c'est des temps où je me dis, ben non, là, il y a un arrêt, justement.
bah, moi, ça me fait pas déprimer parce que je me dis que cette pause-là, elle me manquera après. Donc là, pour l'instant, je m'en nourris et je m'en charge pour être prête à affronter le speed du mois de décembre. Donc, il y a toujours quelque chose de nourricier, quel que soit le moment. Et c'est ça que j'ai appris à voir et à vivre. Est-ce que, justement cette connexion aux saisonnalités et effectivement, c'est très juste que, j'ai bien senti, le mois de novembre, très, très, très à l'arrêt et et on en a parlé et effectivement, j'ai un thérapeute indien qui disait: «Mais en même temps, regardez la nature au mois de novembre, la nature elle fait quoi? Elle s'est dépouillée de ses feuilles et elle attend en fait, Ouais, elle ne elle fait se met en rien». pause. Bah ouais. Mais aujourd'hui, on a quand même un dérèglement, un changement, climatique, assez évident, quoi qu'en disent, certaines personnes. Enfin, quand on passe de -4 degrés le matin à 15 degrés le matin en 24 ou 48 heures, c'est quand même un petit peu étonnant, Mmh. je trouve. Tu arrives toi à rester connecté à ces énergies de saisonnalité malgré, ces perturbations, climatiques, météorologiques, de plus en plus, fréquentes et extrêmes? Et beh, de par justement l'ambiance que je fais évoluer dans mon foyer, parce que bon, je le fais dans ma boutique, mais à la base, je le fais chez moi, hein. Moi, j'ai ma maison est pas assez bien faite pour que je puisse changer les meubles de place à chaque fois. Du coup, à défaut, je change les plaids, les cadres, la couleur, voilà, la couleur des coussins, la couleur des bougies et du coup, je me plonge dans une ambiance comme ça. Donc même si oui, là, on a les températures qui remontent. Ouais, là, tu vois, je suis en petite veste. Je suis allée me balader tout à l'heure avec la chienne. Il faisait super chaud dehors. Bon, bah, c'est un peu frustrant parce que c'est vrai qu'en plein mois de janvier, voilà, on imagine le côté plutôt très froid et du cœur de l'hiver. Mais par contre, tu vois, ce calme, ce silence, cette petite pause à ce moment-là de l'année, je la ressens quand même. C'est parce que c'est plus large que ça et parce que je l'ai instauré, et parce que je l'ai posé chez moi. Voilà, je suis moins active à ce moment-là de l'année. Je me prends plus de temps pour moi, pour apprécier la nuit qui se couche plus tôt, le fait de pouvoir me mettre plus tôt dans mon lit pour lire mes bouquins. Mais oui, non, ça va, je suis quand même encore bien connectée à ça parce que je le place dans mon foyer et dans mon quotidien et dans ma façon de vivre. C'est ça, c'est que ça part de toi Oui, oui, c'est ça. et tu t'adaptes et ça, c'est bien, ouais. Effectivement, je trouve que j'avais déjà entendu dire il y a plusieurs années, hein, déjà. Je ne sais plus dans quel contexte, quelqu'un qui disait que, dans notre culture occidentale, on marchait sur la tête de faire les rentrées scolaires en septembre, au moment où finalement, la nature, elle, a Ouais, plutôt tout tendance à ralentit. ralentir et à s'endormir. Ouais. Et ben nous, c'est là où on se lance dans une nouvelle année, Ouais, scolaire c'est vrai que c'est fou. C'est vrai que c'est et fou. ça m'avait marqué. Carrément. Oui, ce serait plus logique de mettre ça, là, en janvier, quand les jours se mettent à rallonger, justement, quand ça y est, l'énergie remonte, la sève remonte dans les arbres, on reprend tout doucement un rythme, on suit le soleil. Bah oui, ce serait bien plus logique, ça, c'est sûr. On est d'accord. Bah, écoute, merci beaucoup. Je crois pas avoir d'autres questions, mais en tout cas, c'était hyper intéressant. J'aurais pu continuer, hein, à discuter. On aurait pu continuer encore 1 heure ou 2. Hem, mais bon, on va pas faire 3 heures. J'essaie de me limiter quand même dans Oui, mon temps parce que oui, sinon je oui. sais que je fais des épisodes de 2 heures et plus qui sont ensuite difficilement, écoutables. Donc en tout Ah, cas, merci je beaucoup. les écoute quand je vais à vélo à la boutique. Je te mets sur mon petit panier et j'écoute tes podcasts. C'est gentil. J'aime bien, Mmh. savoir que j'accompagne moi, Mmh. enfin le Salon des Arcanes et nos invités. Et ses invités. Ouais, qu'on accompagne nos auditeurs et nos auditrices, Mais c'est rigolo, hein, tes podcasts, ils ont évolué avec le temps. Au début, tu étais très, très ciblé autour du tarot, de la pratique de tarot, de la collection. Maintenant, je trouve que oui, tes podcasts ont bougé. Tu t'es un peu éloigné de ça. Du coup, c'est rigolo de voir vers où tu vas, j'ai eu envie, ouais. ouais, dans tes rencontres, dans tes J'ai eu envie. J'ai eu envie de,
d'ouvrir justement, de pas Ouais. rester. C'est le principe, je pense aussi du Salon des Arcanes. Je reviendrai à des épisodes tarot. J'ai une idée déjà de série d'épisodes bien en tête, mais voilà, ça demande déjà suffisamment de travail, donc chaque chose en son temps. Ben ouais, carrément. En tout cas, merci beaucoup, c'était trop bien. J'espère que ça aura permis à plusieurs personnes de te découvrir, toi en particulier, et la boutique également Comptoir de l'Ermite. On peut te retrouver sur le compte Instagram Comptoir de l'Ermite. Ouais, sur Facebook aussi, parce que les 2 comptes sont liés. Bientôt, il y aura un site internet qui est en construction, donc j'espère pouvoir lui faire voir le jour, d'ici avant la fin du printemps, ce serait chouette. Que je le fais moi-même, c'est un peu long. Mais et puis, on me retrouve évidemment en boutique à Naï. Je donnerai toutes les informations en barre de description. Et tu sais quoi, le 21 février, c'est un vendredi. Et comme je diffuse les épisodes de podcast le vendredi, j'ai envie de diffuser le tien le vendredi 21 février. Pour les 3 ans? Pour les 3 ans de la boutique. Oh génial! Ah carrément, trop bien. Donc, avec un petit peu d'avance, on vous souhaite un très très bon. Enfin, moi, je vous souhaite un très très bon anniversaire, mais les auditeurs et les auditrices pourront réagir en masse et vous souhaiter à toi et au Comptoir de l'Ermite un très très bel anniversaire. Ah trop bien, merci beaucoup, j'adore. Avec En grand tout cas, plaisir. merci de m'avoir reçu. Ta demande m'a fait grand plaisir. Je suis ravie d'avoir participé à ton podcast. Bon, j'en étais très heureux aussi. Merci à toi d'avoir accepté et puis à très bientôt. À très bientôt, Nicolas.